parmi les films qui m'ont bouleversé au point non pas de changer mon paradigme, mais d'influencer des traits de caractère ou m'inspirer, que ce soit de manière cathartique, pour expurger les passions, comme disait Aristote, ou vraiment de manière mimétique, c'est-à-dire cette idée de voir quelque chose dont on se dit qu'il est supérieur à ce qu'on est à un moment T et vers lequel il faudrait qu'on aspire. Vous voyez, il faudrait qu'on aspire à être ce qu'on voit. Ça, c'est des films qui vont suinter une certaine classe, des personnages. On peut penser à Big Boss de Metal Gear, on peut penser à Solid Snake, on peut penser à Kazuma Kiryu, Ichiban Kasuga, mais on peut aussi penser à Aniki, mon frère. Et j'ai pas peur de dire que c'est mon film préféré. C'est un film que j'ai vu pour la première fois en 2007. Je vais raconter un petit peu les circonstances, mais je tiens à dire que je l'ai revu récemment. Et je maintiens que c'est mon film préféré de tous les temps. Je dis toujours que le meilleur film de tous les temps, c'est 2001 Odyssée de l'espace, et que mon film préféré de tous les temps, c'est Aniki, mon frère. C'est pas le meilleur film de Takashi Kitano. Hanabi est mieux maîtrisé. Il tient plus debout. Sonatine est beaucoup plus culte, la bande-son de Sonatine. Qui peut l'oublier? La scène des sumos en papier sur le sable. La chemise. La chemise. J'ai encore la chemise Sonatine, je la porte fièrement, vous voyez. Et c'est des films de niche quand même, il faut le dire, qui sont sortis de manière assez confidentielle à l'époque. C'était vraiment quelque chose de puriste, le cinéma de Kitano. Il s'est un peu démocratisé. Il est passé au rang de cinéma mainstream maintenant. Il y a eu le festival de Cannes, il est connu, Kitano. À l'époque, ça l'était pas. Je parle de l'époque, j'étais pas là, hein. C'était le début des années 90, fin des années 80. Sonatine, je crois que c'est début 90. Avant ça, il y a eu Violent Cop. Et dans toute cette filmographie, il y a le film qui est censé être le plus mainstream. C'est Aniki. Vous savez qu'ici, on n'aime pas le mainstream, non pas parce que le mainstream est mauvais. J'adore des films qui sont tout à fait populaires. Je pense à La Grande Vadrouille. Je pense à Titanic de James Cameron, qui reste quand même un exploit technique. Je pense à Interstellar. Interstellar, me dites pas que c'est un film de niche, Interstellar. Alors j'aime beaucoup les films de niche parce que il y a moins de filtres entre la vision d'un réalisateur qui a sûrement des choses à dire quand c'est un bon film et la sortie du dit film. Donc il y a moins de filtres pour plaire au plus grand nombre. Vous savez, comme disait Guénon, pour qu'une idée se répande au grand nombre, il faut qu'elle soit diluée, comme quand on met du sirop avec de l'eau. Si on boit du sirop pur, ça nous brûle la gorge. Ou l'alcool, pour ceux qui boivent de l'alcool, etc. Parfois, il faut le diluer avec de l'eau. Eh bien, il en va de même des idées et des visions du monde. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que moins il y a de filtres entre une vision et celui qui reçoit cette vision, plus cette vision est pure. Cela va sans dire. Cela va de soi. Et donc, ce sont des films de niche qu'a fait Kitano, mais pas Aniki, qui a été un film pour le grand public. Qui a été un film pour le grand public pour deux raisons. Premièrement, il y a des acteurs plutôt populaires. On pense à Omar Epps, pour ceux qui ont vu Juice avec Tupac à l'époque. Il y en a d'autres. Vous avez aussi Sucre de Prison Break qui joue un truand mexicain dedans. Bon, c'est un film américain, production US, je dirais moyenne. Et surtout, c'est un film US. Vous allez me dire, mais je comprends pas, tu nous parles de Kitano, il fait du cinéma japonais, pourquoi tu parles de sa tentative de pénétrer le marché américain? Mais parce que ce film, il y a quelque chose dedans. Il y a un moment de grâce. Et je comprends ce que Kitano a voulu faire. Je comprends pourquoi il ne l'a pas refait. Je vois aussi où il a raté quelque chose. Mais en fait, derrière tout ça, on s'en fiche. Il y a quelque chose qui touche de la grâce dans ce film. Parce que Kitano a réussi à y insuffler une âme qui, je trouve, est plus grande que celle de ses autres films. Est-ce que justement c'est parce qu'il s'est un peu limité dans le propos? Est-ce que c'est parce qu'il s'est un peu limité dans la forme? Vous allez voir qu'en fait il fait du Kitano aux États-Unis. Il ne s'est pas trahi. Mais ce film est bien mon film préféré de Takeshi Kitano et, je le redis, mon film préféré de tous les temps. Alors moi je le découvre comment? On est en 2007. C'est mon cousin qui me parle. Il me dit, ah, tu devrais mater ce film, regarde, c'est un Yakuza qui arrive aux États-Unis. Et il me dit comme ça, il me dit, il tue les Mexicains, il tue les Noirs, il se fait buter par les Italiens à la fin. Je me dis, waouh, super, le film a l'air cool. Un Yakuza, en gros, c'est la guerre des mafias. Le concept est déjà énorme. J'avais pas vu beaucoup de films de Yakuza à l'époque, j'avais pas la culture que j'ai aujourd'hui, j'avais pas vu le cinéma des années 70, comme, j'ai même plus les titres japonais, Sympathy for the Underdog, ou
aussi appelé Guerre des gangs à Okinawa. Vous savez, j'adore ce film, je vous le conseille tous. On fera peut-être une analyse un jour parce que c'est un autre film qui m'a bouleversé. C'est le cinéma de Yakuza des années 60-70. Il est énormissime ce cinéma japonais. Il est sans concession, il est ultra viril, il n'y a pas d'autre terme. Dans Guerre des gangs à Okinawa, la scène de la grenade, j'oublierai jamais cette scène. Et c'est le cinéma authentique qui est pourtant authentiquement social. C'est pas que des films de gangsters, c'est du cinéma social. Je pense à Combat sans code d'honneur. N'allez pas me dire que ce ne sont pas des films sociaux sur la post-occupation américaine au Japon. Et le rôle des Yakuza qui sera ensuite développé dans toute la saga de jeux vidéo Yakuza, notamment Yakuza 4. Et ce qui explique aussi pourquoi les Yakuza sont en voie d'éradication au Japon, avec l'interdiction d'avoir un compte bancaire, etc. C'est la fin des Yakuza aujourd'hui. Les Yakuza ont joué un rôle politique, social, oserais-je dire militaire, sous un certain sens, oui, à une époque où le Japon ne pouvait plus avoir d'armée, et ça reste quand même du crime organisé, avec toute la fascination qui va avec dans le cinéma, mais le crime organisé japonais avait ceci de particulier qu'il avait un rôle politique objectif soutenu par son propre État. Ça n'était pas une hybridation de l'État au sens de la naissance d'un État, d'un contre-État émergent au sein du Japon qui faisait concurrence à l'État. En fait, les deux concouraient au même objectif stratégique final qui était la puissance japonaise. Et c'est ça la particularité du crime organisé japonais, contrairement à la mafia italienne, qui était vraiment un contre-État, du fait de la faiblesse de l'État italien, avant que Mussolini fasse un gros ménage avec la mafia. C'était le cas de la mafia italienne aux États-Unis, qui était un vrai contre-État, un État dans l'État, et on ne parlera pas potentiellement du rôle de l'assassinat, de la mafia dans l'assassinat de JFK, qui pour moi est évident aujourd'hui après avoir creusé la question. C'est mon opinion, hein, bien sûr, on ne pourra jamais trancher là-dessus avant que tout soit déclassifié. Et ça va être le cas dans une très moindre mesure du crime organisé français. Là, pour le coup, voilà, avec la French Connection ou autre. Bon, ça va être le cas au niveau contre-étatique des criminels organisés de haut niveau sud-américains, particulièrement mexicains, où là, il y a carrément des religions émergentes avec du cannibalisme et des trucs assez malsains. Bah, les Yakuza, c'est pas ça. Et le cinéma des Yakuza des années 60-70 montre ce rôle-là, toujours avec une glorification, bien sûr, du fait que ce sont les derniers tenants d'un certain code de l'honneur, voire, et en vérité, est-ce que c'est totalement faux, originellement, les Yakuza sont les héritiers légitimes de la chevalerie japonaise dans l'époque où le Japon a dû y renoncer. Et donc c'était devenu clandestin. Et en même temps, c'est quelque chose de réservé aux cas sociaux, au sens non péjoratif du terme. C'était vraiment des Yakuza, ça veut dire ça, c'est un raté, un Yakuza. C'est écrit en katakana, 3 katakana, Yaku et Za. Ce sont des ratés qui retrouvent une famille dans cette criminalité organisée en se fondant en fait sur ce qui a fondé leur État, c'est-à-dire le fondement de la culture japonaise, tout ce qui va être Bushido, etc., tout en faisant des activités qu'on pourrait dire à la fois criminelles, mais surtout clandestines. Et notamment celle d'être armé à une époque où le Japon doit se désarmer. D'où la clandestinité tolérée par l'État japonais, qui doit faire plaisir du fait de la paix de San Francisco à l'État américain occupant. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. Donc, pour comprendre ça, il y a le cinéma des années 60-70, et il y a un mec qui débarque, qui est un humoriste. Imaginez, c'est comme si nous, je sais pas moi, qui c'est qui fait de l'humour, Jean-Marie Bigard ou je sais pas, on a Gad Elmaleh faisait des films de gangsters subitement. Et ben Kitano, c'est un humoriste. On voit bien que le mec, il s'appelle Beat Takashi, Takashi frappé quoi. Il a une tête, on voit qu'il a du vécu. Il a grandi avec les Yakuza, il est passionné de boxe. Et en fait, son cinéma est authentique. Je dirais que c'est le Scorsese pour moi. C'est le vrai Scorsese américain, pas au sens où c'est un sous-Scorsese. C'est quelqu'un qui a capté quelque chose de la criminalité organisée japonaise et qui le retranscrit avec une poésie. Allez tous voir le film Raging Bull. Raging Bull sur Jack LaMotta, le Raging Bull, le grand boxeur, aux mœurs et aux pratiques intimes discutables, pas au sens dans le lit, hein, je veux dire, c'était quelqu'un d'extrêmement violent qui a fait beaucoup de mal dans sa vie, mais allez voir ce film et l'ouverture, l'opening. Comment il danse sur le ring, on dirait un ballet. Je sais plus c'est quoi la musique magnifique en ouverture de Raging Bull. Et ben, ce sens de la poésie, il est chez Kitano, c'est de la poésie japonaise. Vous voyez l'été de Kikujiro, vous voyez Anabi, la fin d'Anabi, les 2 coups de feu et la musique
évidemment. On va parler de la musique, ne vous inquiétez pas. Et ben Kitano, c'est quelqu'un qui a capté l'essence des Yakuza, qui l'a retranscrite au cinéma et qui en a fait un plaidoyer pour un mode de vie concurrent à une modernité sans âme. Et ben ce mec est un ancien humoriste qui pond Violent Cop. Donc il fait pas des films d'humour, lui, il fait tout de suite des films de Yakuza, mais à la base il commence dans un duo comique, vous savez. Il pond Violent Cop, il pond Hanabi, il pond Sonatine, je vous donne pas l'ordre de sortie, et il fait sa carrière, il cartonne, et un jour il se dit, il faut que je pénètre le marché américain, comme je vous l'ai dit, et il fait Aniki. Donc c'est quoi Aniki? C'est le talent de Kitano, exporté aux États-Unis, produit aux États-Unis avec des Américains. Kitano d'ailleurs parle, je pense, comprend couramment l'anglais, mais il se refuse à parler anglais pendant le tournage pour donner des directions. Il veut rester japonais. Et il avait peur que les Américains soient feignants et tout, et il dira qu'en fait, il était surpris du professionnalisme des équipes américaines. Et donc, dans le film, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le postulat? On va l'analyser plan par plan, mais je vous fais le synopsis et on va creuser un petit peu le tout. C'est un yakuza japonais dont le chef se fait tuer, qui refuse de rejoindre le clan suite à une proposition de fusion qui a tué le chef, son kaicho et son chairman. Et du coup, ses amis, ses frères, lui proposent de simuler sa mort et d'aller aux États-Unis retrouver son frère et de commencer une nouvelle vie. Voilà. Et donc il arrive aux États-Unis, il voit que son frère trempe dans des affaires un peu criminelles, un peu malsaines. Et alors, il va pas le sortir de ses activités criminelles, il va lui dire c'est pas ça un criminel, je vais te montrer ce que c'est, et il va fumer tout le monde. Voilà le postulat d'Aniki. Tout ça saupoudré de la magnifique, absolument merveilleuse musique. Je vous ai dit que c'était très poétique de Joe Hisaishi, à qui on doit les bandes son de tous les studios Ghibli qui se valent, et de tous les films de Kitano qui se valent bien. Alors je sais pas s'il était déjà sur, Violent Cop, je ne sais pas, puisque dans Violent Cop on a du Eric Satie, qui est joué au clavecin, magnifique d'ailleurs. Il est sur Sonatine, le magnifique thème principal de Sonatine. Il est sur Hanabi, je ne le commente même pas tellement c'est merveilleux. Il est sur quasiment tous les films de Kitano, pas les derniers je crois. Et il est sur Aniki, et la bande-son de Aniki, elle est tout simplement somptueuse. La bande-son de Aniki, je l'écoute encore. J'étais persuadé que, du coup, 12 ans plus tard, parce que c'était en 2007, 12 ans plus tard, le film allait un petit peu s'amoindrir. Et j'ai vu des défauts que je n'avais pas vus à l'époque. J'ai vu des petits défauts de rythme par-ci par-là. Mais je maintiens, comme je l'ai dit et je le redirai encore, c'est mon film préféré de tous les temps et ça n'a pas changé parce que c'est une leçon sur l'honneur, ce film. C'est tellement plaisant à voir. Donc si vous voulez voir ce film, ne pas être spoilé, allez voir le film et revenez voir l'analyse. Vous avez bien sûr tout mon conseil pour aller le voir parce que c'est un chef-d'œuvre. Non pas que vous ayez besoin de mes conseils pour aller voir des films, mais je conseille absolument ce film, Aniki mon frère. Et avant de lancer le film, on va parler aussi de ce titre, Aniki mon frère. Le film s'appelle Brother, Brother en VO. Alors la VO est anglaise justement, ce n'est pas un film japonais. La majorité des dialogues sont en anglais, sauf au début du film, et lorsque du coup Aniki parle. Aniki, ce qui n'a pas de sens de l'appeler Aniki sans s'adresser à lui directement, mais peu importe, c'est la traduction FR. En fait, le film, moi je l'ai regardé et je le regarde toujours en VF. Vous allez me dire, c'est un scandale, ça dénature le film. Parce que là, on ne parle pas d'une VF normale, on parle d'une VF d'un film semi-asiatique, même s'il est majoritairement en anglais. Et en fait, il y a une vraie traduction. Moi, je salue quand même l'effort de traduction qui a été fait parce qu'il est pas mal. Je le salue. Le postulat, c'est que tout le film est doublé en français. Là où en VO, il y a une partie en japonais, le début, et le reste en anglais. Là, tout est en français. Et ça fait des situations un peu cocasses où on voit des gens qui traduisent pour le fameux Aniki, alors qu'en fait, tout le monde parle français. Bon, c'est un contrat d'incrédulité qu'il faut prendre, mais ça marche. Et je vais vous dire pourquoi j'adore cette VF. La VF d'Omar Epps, elle est géniale. Toute la VF est géniale, je trouve, personnellement. Et c'est un peu familier pour moi. J'ai grandi avec cette VF. J'ai du mal à regarder la VO, qui est quand même objectivement meilleure, mais il n'y a pas de dénaturation profonde du film. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, et là vous allez bondir de vos sièges, c'est Sangoku, c'est Patrick Borg qui fait la voix d'Aniki. C'est Sangoku. À partir de là, vous faites quoi? Voilà, donc on va regarder un petit peu de ce film, on va regarder en freeze frame,
puisque vous savez qu'on n'a pas le droit. Et pendant les freeze frames, en fait, je passerai la bande son d'Aniki. Et comme ça, on aura l'ambiance, on aura tout. Et on va se plonger un petit peu dans ça après cette longue introduction bien méritée pour ce film. Et donc, on se retrouve tout de suite pour l'analyse, plan par plan. Et voilà, du coup, on se retrouve en freeze frame. Donc, on va pouvoir lancer le film. En freeze frame, comme je vous ai dit. Bon, vous avez le logo Kitano Beat Takeshi Way. Son pseudo, il ne l'a pas usurpé, le mec Beat Takeshi, parce que depuis qu'il a eu son accident, il a un tic. Il a fait un accident de moto. Alors, il a confessé que c'était probablement une tentative inconsciente de suicide. Il a lâché le guidon, hein, tout simplement. Vous pouvez lâcher le volant en voiture, mais si vous avez déjà fait de la moto, vous savez que si vous lâchez le guidon, surtout si vous êtes à plus de 50 km/h, ça finit très mal, généralement. Vous pouvez vous prendre un mur en pleine face, vous pouvez faire l'effet pizza si vous n'êtes pas bien couvert, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je déconseille de lâcher le volant, mais en tout cas, il a lâché le volant. Il a survécu et depuis, il a un tic au visage, c'est qu'il cligne très agressivement de l'œil droit ou gauche, je sais plus, et ça se voit. Et le mec a toute une gestuelle à la fois inquiétante et charismatique, vous allez voir. Voilà, alors voilà le premier plan du film. On découvre en fait les États-Unis à travers ce regard de Beat Takeshi, style ultime. Ouais, il s'embête même pas à sortir le col, le costume est clairement trop grand. C'est un japonais. C'est un japonais, habillé formel, mais pas de tralala. Il a un style, ce Kitano, il a tout de suite un visage. Vous savez, c'est comme quand on voit Jean Gabin, quand on voit Alain Delon. Il y a un visage qui trompe pas et qui révèle tout de suite une aura. Le mec a du vécu. Et en fait, je pense que pour être un bon acteur, il faut un minimum de vécu, comme pour être je vais pas dire une bonne personne, mais en tout cas quelqu'un qui a quelque chose à dire. Il faut du vécu, il faut avoir des souffrances, il faut avoir vécu des choses, il faut avoir réfléchi. Il faut porter quelque chose en fait. Et c'est ça qui fait pour moi un bon acteur fascinant à l'écran, et aussi un caractère. Je vais pas dire forcément fort, mais je dirais en tout cas porteur de quelque chose. Kitano, il porte ce truc, et juste ça se voit sur sa tête. Regardez, on va le mettre en mouvement 2 secondes. Voilà, je vais couper le son par contre pour éviter. On mettra la musique en post-prod. Donc on le voit arriver, vous voyez, il est tout petit. Le plan est légèrement en biais, il est tout petit, il est déstabilisé. Chez Kitano, ça revient souvent ces plans pour montrer un peu la déstabilisation. Il est déstabilisé, il ne sait pas où il est, mais vous avez vu que sur sa tête, rien ne transparaît. Rien ne transparaît. Donc là, voilà, il est dans le taxi. Brother avec la bande son de fou. Dommage que vous ne puissiez en profiter. Bon, il donne des gros pourboires au mec. Ok, on avance. On va analyser les plans significatifs. Hein. On va suivre l'histoire au fur et à mesure. Donc là, il cherche son frère tout simplement, mais on ne sait pas qu'il cherche son frère puisqu'on n'a pas eu l'introduction du film. Le film commence comme ça et je trouve que c'est un très bon choix. Et là, le mec lui dit, ton frère, il a eu des problèmes. Il traîne avec des noirs, il le dit. Je crois qu'il lui dit Kokujin, je ne sais plus ce qu'il dit en VO. Et il traîne dans les affaires de drogue, c'est pas bon pour les affaires. Parce qu'en gros, ces 2 orphelins, je vous ai dit que les Yakuza, c'était des ratés en fait. Pas au sens où les orphelins sont des ratés, hein, rassurez-vous, mais c'est des gens qui n'ont pas de chance dans la vie, qui commencent avec rien. Lui, il a rejoint les Yakuza au Japon, tandis que son frère, lui, il a envoyé son frère aux États-Unis en se disant au moins, il y en a un qui va s'en sortir. Vous voyez? Eh ben, il s'en est pas sorti. Et donc là, la scène est énorme. Vous voyez qu'il est toujours tout petit au début. Il est tout petit dans les décors. Regardez le marché. Il est noyé dans le décor pour bien montrer où on est. C'est un rappel au cinéma aussi des années 70 de Yakuza, notamment dans Guerre des gangs à Okinawa. Quand les mecs débarquent à Okinawa, il y a un plan très similaire. Je ne sais pas si c'est inspiré, mais en tout cas, ça me l'a rappelé. Ils arrivent à Okinawa et on les voit au milieu de tous les Américains, parce que vous savez qu'il y a une base militaire américaine à Okinawa qui fait beaucoup de problèmes. Il y a des affaires de viol de japonaises par les soldats américains depuis 45 ans. Depuis 50 ans. Depuis 70 ans même en vérité, 70 ans, excusez-moi je suis mauvais avec les chiffres, et on les voit débarquer en tant qu'étrangers, c'est-à-dire en tant que Tokyoïtes à Okinawa, et on voit que des Américains, il y a des Afro-Américains partout et tout, ils sont là, ils sont perdus, il y a le même plan, et j'aime y voir un rappel, parce qu'évidemment Kitano a vu ce cinéma là, vous vous en doutez bien. Il arrive et qu'est-ce qui se passe? Il y a Omar Epps. Alors Omar Epps, je vous ai dit, vous le connaissez dans Juice, mais aussi dans Dr House. J'aime beaucoup cet acteur, moi, Omar Epps, je trouve qu'il a un vrai charisme. Qu'est-ce qu'il fait Omar Epps? Il lui fait une arnaque. En fait, il prend une bouteille de vin, il fait semblant de rentrer dans le touriste, puisqu'évidemment c'est un touriste japonais, et j'ai quand même une anecdote à ce sujet, puisque j'ai eu la chance de donner des cours de philosophie à l'époque où je faisais de l'argent étudiant à des étudiants japonais de l'université de Waseda.
Et l'un d'entre eux m'avait expliqué, il faisait vraiment 1m30. Je le salue d'ailleurs, il s'appelle Seiji. Seiji, il est aujourd'hui assez haut placé dans une chaîne d'hôtels japonaise, 4 ou 3 étoiles, je sais plus, dans tout le Japon. Donc je le salue, je suis plus en contact avec lui aujourd'hui. Et il m'avait raconté qu'il était allé à Paris, vous savez, comme tout touriste, pour se balader, et que des gens lui avaient sauté dessus pour voler sa sacoche. Ça m'avait fait tellement mal de me dire que des touristes vivent ça. Vous imaginez déjà vivre ça chez vous, dans votre pays, comme ça doit faire mal, mais dans un pays étranger, l'image du pays que vous gardez après. Parce qu'ils ont l'air gentils, parce qu'ils sont discrets, parce qu'ils sont humbles, ce sont des touristes faciles. Ben, c'est exactement des touristes, des proies faciles. Donc c'est exactement ce qui va arriver à notre ami Yakuza ici. Et ce grand monsieur joué par Omar Epps va vouloir l'arnaquer. Donc il a une bouteille de vin, il dit « Ah, t'as cassé ma bouteille de vin, faut la repayer, elle coûtait cher. » Sauf que c'est pas un japonais lambda, Aniki. Vous voyez, donc il lui dit ça, et donc lui, bah, il est pas content. Regardez, il le fixe, il ramasse la bouteille de vin, mais c'est pas pour la repayer en fait. Il lui met dans l'œil, et là vous avez vu, le boxeur évidemment, avec les appuis qui vont bien, il lui met un gros coup au plexus, le mec s'effondre, et puis lui il continue sa route tranquillement. Le film s'ouvre là-dessus, et moi je trouve ça génial parce que je trouve qu'il a vraiment la tête pour ça, Kitano. C'est génial. Et oui, il marche, il va rejoindre son frère. Et là, c'est le flashback. En fait, voilà. Il rejoint son frère, il se pose et il se remémore pourquoi il a atterri ici. Voilà. Flashback fondu au noir. On est au Japon quelques mois plus tôt, quelques jours plus tôt, je dirais plutôt. Et vous avez cet acteur donc, qui a aussi joué dans le remake de Yakuza 2. Yakuza Kiwami 2, qui est un acteur génial. Je vous demande vraiment pardon parce que j'ai oublié son nom, il est assez compliqué. Mais cet acteur que vous voyez à gauche avec la cigarette est énorme. Il est dans tous les films de Kitano quasiment, dans tous les films. Et il a vraiment la tête de l'emploi. Il y a plein de bons acteurs dans les films de Kitano, mais lui, c'est pour moi l'un des meilleurs. La coupe de cheveux, le charisme qu'il a, c'est génial. Et donc en fait, lui, c'est le lieutenant du personnage qu'on voit depuis le début du film. C'est son subordonné. C'est pour ça qu'il va l'appeler Aniki. Aniki, c'est un grade chez les Yakuza, mais en fait, littéralement, c'est le grand frère. Aniki, grand frère. Puisque c'est une famille, les Yakuza. Enfin, ça reprend aussi des codes de la mafia italienne, notamment les costumes. L'inspiration ne vient pas de nulle part, mais c'est quand même la féodalité japonaise qui est en jeu. Et donc, on voit ce flashback avec la famille. Vous voyez, lui, il fait juste son boulot de Yakuza. C'est quoi? C'est mourir pour son chef, et tuer pour son chef, et faire ce que son chef lui dit. Et il y a la cérémonie d'ailleurs de jonction des familles qui va se faire, et on voit le détail, on va en parler tout à l'heure, mais il y a une phrase qui restera, j'en reparlerai à ce moment-là. Et donc en fait voilà, on va passer vite, on va essayer des Yakuza, hein, ils font des trucs de brigands. Voilà, le chef est là, on se demande comment il est devenu chef, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir plus de charisme que, je ne vais pas citer de nom. Et donc il va se faire tentative d'assassinat, sauf que notre cher Aniki le voit, il le bute. L'ambiance est glaciale, vous avez vu comment c'est tourné. Hein. Et problème, c'est que le chef, il va voir sa gonzesse, donc il va pas chez lui, il va dans un hôtel. Aniki sent que ça va pas bien, et du coup, on voit pas ici, mais il se fait buter. Le chef se fait buter. Aniki, qui est le subordonné du chef, loyal jusqu'à la mort, il veut pas rejoindre la famille qui a buté le chef, puisqu'ils l'ont buté pour pouvoir faire une jonction forcée. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas content. Et donc tout le monde veut le buter, puisqu'en fait c'est un frein à cette fusion qui va être fructueuse pour tout le monde. Tout le monde veut le buter, sauf ses proches lieutenants. Donc vous avez celui de droite ici, qui est aussi un acteur que j'adore, qui joue dans beaucoup de films de Kitano. Il joue notamment l'handicapé dans Hanabi. Très très bon acteur. Lui aussi, ils ont vraiment du vécu sur leur tête, ces gens. Ça se voit en fait. Je pense qu'en tant qu'être humain, on voit que ces gens ont un vécu. Et bizarrement, il y a le chef de la police. Vous voyez qu'il y a toujours ce sous-texte intéressant derrière tout ça. C'est pas une criminalité organisée normale. Bon, évidemment, vous voyez qu'à gauche, il y a l'un des membres de la famille adverse qui ne porte pas de cravate noire. La cravate noire, c'est un indispensable des obsèques japonaises. Pour ceux qui ne savent pas au niveau culturel, à tous les enterrements au Japon, on porte une cravate noire. Et c'est réservé pour ça. En Occident, on porte des cravates noires en toute occasion. C'est pas la question. Là-bas, c'est réservé pour les obsèques. Et donc, lui, il porte une cravate colorée. Donc, lui s'énerve et ça va être le signe qu'en fait, la fusion va pas être possible tant qu'il est là. Donc, il va falloir l'éliminer. Et donc, ces lieutenants vont commencer à conspirer pour le sauver en lui disant, écoute, faut que tu partes d'ici. Et lui va... Alors voilà, bon, il y a un doigt coupé parce qu'il y a eu des trucs, vous connaissez les Yakuza, c'est comme ça qu'ils font un monde honorable.
Il lui dit, est-ce qu'on peut rejoindre la famille adverse? Je te donne mon doigt pour te prouver que j'ai honte de ce que je fais. Tous les codes Yakuza sont là. Et lui, il lui dit avec la voix de Sangoku, on va juste écouter la voix de Sangoku s'il vous plaît parce que c'est énorme. Attendez, on va l'écouter. Vous êtes prêts ou pas? Attention, voix de Sangoku. Je monte le niveau. Je vais t'exploser la tête, espèce de sale traître! Là, j'adore cette VF, excusez-moi. J'adore cette VF vraiment. Bref, donc vous voyez, ils vont conspirer, parce que tout le monde en fait veut rejoindre la famille adverse. Ils vont conspirer pour sauver quand même leur chef, qui est devenu le chef de facto. Et il y a la cérémonie Yakuza. Et là, il va dire une phrase que j'adore. Donc vous avez tout, vous avez le bol de saké vide, vous avez le saké tout court. Tout est là. Tout est là. Regardez, ce que j'adore au Japon, ils ont gardé leur truc. Ils ont pris le costume occidental, mais regardez, ils sont tous en chaussettes blanches. Et les big boss sont en kimono. Il y a un poisson, je ne connais pas les détails du rite, mais évidemment tout a un sens, rien n'est laissé au hasard, on est chez Kitano. Et donc ils vont faire le rite de jonction des familles, ils vont tous prêter serment pour la nouvelle famille, ils vont boire le saké. Et là le mec va dire, nous avons adopté le code de la féodalité et de la chevalerie. Si votre chef dit que le blanc est noir, le blanc est noir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de vérité, de fausseté, on se tait. On est une armée, on avance, et c'est le chef qui dit ce qui est vrai ou faux, on ne se pose même pas la question. Ce qui s'apparente dans le monde moderne à une logique sectaire est en fait une logique purement militaire d'un point de vue traditionnel, ici dans ce contexte-là, quand il y a un but commun. Et c'est vachement intéressant que ce soit montré, c'est très bien filmé, regardez le petit mouvement de caméra ici. J'aime beaucoup cette cérémonie puisqu'on voit ce mec qui fait ce discours. Bon, lui va dire, faut voir ce qu'ils ont dans le ventre, donc il va finir par se couper un doigt, etc. Là, ils ont l'idée de se dire, ok, bon, il va se faire buter, notre cher Aniki, il faut qu'on le sauve. Et Aniki va dire, ouais, j'ai un frère aux États-Unis, donc ils vont tuer un SDF. C'est super, ça reste des criminels très malsains. Ils vont tuer un SDF, vont le brûler vivant, en gros. Enfin, ils vont le brûler tout court, je sais pas si c'est vivant. Mais il le dit, brûlez-lui le dos, brûlez-lui le visage pour pas qu'on le reconnaisse. Ils vont simuler la mort d'Aniki. Et comme ça, il va pouvoir partir sans se faire traquer par l'autre famille. Et voilà, lui, il lui dit, vas-y, bute-moi. Il lui tend le flingue, bah, tue-moi si tout le monde veut me tuer. Il dit, non, je peux pas faire ça. Hop, il part aux États-Unis. Il a son faux passeport fait par les Chinois. Et l'ellipse est terminée. Et qui retrouve son frère avec ses deux potes. Toujours la tête impassible. Vous voyez qu'il est... N'allez pas imaginer qu'il n'est pas perturbé, puisque ce sont les mouvements de caméra qui nous montrent à quel point il est perturbé d'être là. Il a renoncé à sa vie, déjà qu'il n'avait pas grand-chose, que c'était un brigand. Mais toujours impassible. Et c'est ce qu'on lui dira à la fin du film. Vous les Japonais, vous êtes si impassibles, juste avant qu'il meure. Pas un mouvement de tête. Donc il est là, regardez. Au milieu, c'est son frère qui parle avec l'accent japonais. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de brigands japonais à Los Angeles, peut-être que ça existe. En tout cas, je trouve qu'il fait vraiment bien son rôle à droite. On voit que c'est des petits malfrats, mais c'est des petits tracailles de bas étage en fait. Ils sont terrifiés, ils se font racketter par les Mexicains. Et donc il est là. Et le film va tout de suite... Alors lui, il fait du shadowboxing, ça m'a toujours marqué, ça. Regardez-le faire son shadowboxing, ce mec. Énorme. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est énorme. Shadowboxing avec l'index levé, c'est pas très bon. Et donc il boit un coup avec ses nouveaux potes. Ok, super. Le tatouage. Donc les experts nous diront ce que signifie ce tatouage en termes de symbole japonais. Vous savez que chaque tatouage est profondément marqué par un symbole. Voilà, bon, ils vivent leurs petites anecdotes. Et on se rend compte que l'escroc au touriste asiatique est en fait l'ami de son frère. Et la scène est hilarante parce qu'il va lui dire... en gros, il lui dit, mais c'est pas lui qui m'a crevé l'œil. Et du coup, Aniki va hocher la tête pour dire oui, c'est moi. Et l'autre dit non, non, mais il comprend pas, t'inquiète, regardez, c'est hilarant. Ah, cette scène me fait toujours. On va mettre le son. C'est pas ton frère par hasard, le gars d'hier? Ce serait pas lui qui m'aurait crevé l'œil? Regardez la tête. Quoi? Aniki? Hein, tu l'as jamais vu? Ah, ça me fait marrer à chaque fois. Ah, ce film est génial. Et il le fixe. Regardez les yeux qu'il a. Regardez, on voit la perturbation nerveuse. Vous voyez qu'il a un œil beaucoup plus ouvert que l'autre. C'est énorme. Et l'expression de visage sur la tête de Kitano, mais c'est... Il pue la classe, ce mec. Excusez-moi l'expression. Bon, ils vont jouer au dé. Ça va lancer une pattern dans le film. En fait, les deux vont jouer tout le long. C'est du Kitano. Il y a plein de poésie. C'est plein de bonne humeur. Et en même temps, c'est extrêmement sombre comme histoire.
Vous avez des magazines peu recommandables sur la table. Bon, c'est des gens dans la déchéance la plus totale. Hein. Ils prennent de la drogue, ils boivent de la bière. Il y a même du Coca-Cola. Enfin voilà, ça ne s'arrête plus. Et c'est là que vous avez Sucré donc de Prison Break qui va venir racketter les deux. Ici. Voilà, c'est pas assez. Enfin, en gros, c'est leur fournisseur de drogue. Hein. Typiquement, il vient du cartel mexicain. Et Aniki voit que son frère se prend une claque. Tu la fermes. Et il aime pas ça. Aniki, pour lui, c'est pas digne ça, ce qui se passe. Donc lui, il vient et il lui en met une directe. Il se pose pas de questions. Il demande pas qui c'est ou quoi. Il s'en fiche des conséquences, si vous voulez. Toujours avec des coups de boxe. On voit qu'il est formé en boxe, le Kitano. Voilà. Et alors, ce que j'adore, c'est tout dans les non-dits. Et je pense que ça a perturbé le public américain. Regardez. Ils rentrent tous ici. Et la première chose qu'il fait, lui, t'as triché, fils de pute, rends-moi mon pognon. il tape son frère. Pourquoi il tape son frère, on se demande. Il tape son frère parce que son frère s'est laissé taper. Je trouve ça énorme. En gros, c'est déshonorant ce qu'il a fait son frère, donc il lui en met une bonne. Il lui dit, c'est pas digne de notre famille ce que tu es en train de faire. Et tout de suite, en fait, le Aniki, là, il est en train de prendre les commandes de cette petite bande de bras cassés. Bon, Omar Epps se tait évidemment. Lui, il se fait kidnapper. Et vous allez voir que ça reste du Kitano. Il se fait kidnapper par les Chicanos. Vous pouvez les reconnaître avec leur chemise montée jusqu'en haut. Regardez la scène. C'est toujours tourné tellement brutal. Il n'y a pas de musique. Il y en aura dans d'autres scènes de crimes et de meurtres et tout. Mais il n'y a pas de musique. Regardez comme c'est froid, efficace. Regardez. C'est Kitano. Voilà, c'est Kitano. Et la voiture se plante. Ça, toujours Kitano, il finit ses plans comme ça. Regardez. C'est dans plein de ses films, ça. Il adore les voitures qui se crachent, mais c'est tellement bien réalisé, je trouve. Il les finit. Donc il retrouve le mec qui a mis une gifle. Il le bute. Et la pattern du jeu commence, regardez. Vous allez m'en flinguer un ou deux. Ça leur apprendra le respect. Ah bah oui, mais là non. Et il lui dit, en gros, il y a 10 balles pour toi si tu lui mets une balle dans la tête du premier coup. Et l'autre, il ose pas être... Mais c'est une pattern de jeu qui va s'enclencher. Du coup, il forme le gang, il dit, et voilà, la citation qui m'a marqué. Mon frère a décidé qu'on allait faire Territoire. Mais on va avoir de sérieux problèmes Là. avec les Mexicains. C'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. Phrase que j'aimerais me reprise dans beaucoup de contextes. C'est la guerre, quand c'est la guerre, faut y aller. D'accord ? Faut y aller. Et donc voilà, qui vient le rejoindre ? Il voulait pas rester au Japon. Son lieutenant. Et c'est génial. Donc là, vous avez une affiche promotionnelle du film très célèbre. Je sais pas si on va la voir, non. Et donc regardez, ils restent sans se parler. Il faisait quoi au Japon? Voilà. Gangster. Il répond à peine, regardez. Et l'autre, c'est qui? Son lieutenant. Ah, c'est génial. Et aimer les lunettes. Donc là, le film va commencer. Bon, on va essayer d'écouter 2 secondes. Là, je ne mettrai pas de musique dans le montage. La musique de Hisaishi, c'est du Kitano. Regardez, il y a une scène où juste Aniki jette un avion en papier du toit. Écoutez la musique. Juste ces scènes là, vous voyez? Je sais pas combien de prises ça a pris, si c'est de la CGI ou quoi, ça m'étonnerait, mais j'adore. Voilà, il lui dit c'est la guerre, on est en rencontre avec les Mexicains, ils veulent négocier. Kitano ne va pas négocier. En fait, petite référence au Parrain, c'est pour ça que j'aime beaucoup, on voit que quand même Kitano a une culture du cinéma et qu'il se joue de ça. Au début, ils ont caché les flingues dans les toilettes et il n'arrive pas à le prendre parce qu'il est surveillé. Et donc le frère se dit comment on va les tuer du coup. Et là Kitano lui dit on est au-dessous de table en fait. Et ils ont caché des flingues sous la table. Je trouve ça énorme. Donc ils vont buter tous les chefs du cartel. Toujours à la Kitano. Très chorégraphié, très spectaculaire. Ça y est, ils sont en limousine et il y a ma musique préférée du film. Oh là 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 là, quelle bande son. Donc il est dans la limousine et on voit à ce moment-là que Kato, qui est donc son lieutenant, vous avez vu avec sa cravate spéciale, il a même un bijou à cravate, le mec tellement il pèse, et ben il entend que Aniki a une femme à Los Angeles, une copine, et il se dit tiens, il s'intéresse aux femmes maintenant.
Et ça, c'est un tabou du cinéma des années 70 chez les Yakuza. Je vous invite à me dire quel film ose aborder ça, même si là c'est très subtil, c'est sous forme de litote. Je ne vais pas en dire trop non plus, je vous invite à lire Mishima sur la question du Bushido avec son commentaire du Hagakure, enfin les parties fiables du Hagakure. Hagakure pour ceux qui veulent l'accent authentique. Les Yakuza qui reprennent la tradition samouraï, ne sont-ils pas aussi dans la reprise de certaines mœurs des samouraïs qui considèrent que les femmes sont dévirilisantes et qu'il faut limiter leur compagnie au strict mariage? C'est une piste, je ne sais pas ce que Kitano a voulu dire par cette phrase. Mais ça me paraîtrait pas délirant que ce soit ce que je dis là. Voilà. Vous avez compris si vous connaissez un petit peu. Voilà la femme de Kitano. Alors ça, j'ai pas compris en fait. Pourquoi? D'habitude, il prend des belles femmes, Kitano, dans ses films. Pourquoi est-ce qu'il prend cette femme-là? Surtout que Kato va se moquer de lui, c'est hilarant. Il dit, mais elle est moche en fait. Je m'appelle Marina. Enchantée. Je serais incapable de dire si elle est laide ou jolie. Elle manque pas un peu de classe? J'adore cette VF. Donc voilà, c'est la fête chez Omar Epps. Tout le monde est content. Et lui, il fait une scène, il dit, je comprends pas pourquoi elle a niqué une gonzesse, je comprends pas. Bref. Il se passe des trucs, que des scènes cultes pour moi. Je suis Michael Jordan. Ça, je la reprends tout le temps, cette phrase. J'adore, regardez. T'es con quoi? Je suis Michael Jordan. Le tatouage qu'il a. Attendez, c'est quand qu'il dit je suis Michael Jordan. Bon, on verra pas la scène de Michael Jordan. Toujours des plans à la fois drôles et poétiques. Là, maintenant. Bien lâché. Non, tu serais plutôt Michael du genou. Pas Michael Jordan. Faut pas confondre. Plutôt Michael Je suis du Michael genou. Jordan. Du genou, ouais, c'est toi. Non, je suis Michael Jordan. Ah, j'adore ça, mais c'est fou. Allez voir ce film encore une fois. Je l'ai vu 100 000 fois. Et donc là, regardez, Kitano joue avec Omar Epps. Il triche. Il fait que tricher pendant tout le film pour faire des paris d'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'il commence à être limité. Ah, j'adore aussi cette scène, regardez. La tête de Kitano, le regard. Des diables et des nègres, putain de combine à la con. Le regard de Kitano. Mais regardez juste ce mouvement de caméra, là. Enfin non, ce mouvement de tête. Des diables et des nègres, putain de combine à la con. Regardez ça. Il cligne que d'un œil comme les chats, parce qu'il est complètement défoncé par son accident. Le regard. Et bon, toujours le coup de boxe. Évidemment, vous connaissez. Est-ce qu'on peut voir au moins le coup de boxe? Ce serait sympa. Ah, mais c'est énorme. Et on voit que le mec, quand même, a boxé. Regardez. Je vais la remettre parce que c'est énorme. Regardez. Feinte du droit. Feinte du droit. L'autre, il lève les bras. Hop. Crochet gauche au foie. C'est génial. Bah, évidemment, ça saigne. Bon, il va se faire tirer dessus. Parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis, vous en doutez bien. Toujours les scènes de jeu, comme dans Hanabi. Voilà, il va dire se couper le doigt. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils vont devoir s'associer, parce qu'ils sont trop petits, donc ils vont s'associer à un gangster local japonais, qui est joué, alors je ne sais même plus le nom de l'acteur, encore une fois, mais c'est dommage, il suit tellement le charisme, on l'a vu tellement peu, cet acteur. C'est pour moi l'un des acteurs les plus charismatiques que j'ai vu de toute ma vie, et on l'a très peu vu. Et vous allez voir la tête du mec. C'est lui, le mec à lunettes, Shirase, dans le film, qui est joué par... On va tout de suite, je vais quand même prendre 2 secondes, parce qu'on va citer son nom. Voilà, j'ai préparé l'analyse, mais pas les acteurs, hein, excusez-moi, qui est joué par, alors, Brother Kitano, moi je couperai au montage de toute façon, c'est pas grave, qui est joué par Masaya Kato. Et du coup, le lieutenant c'est Susumu Terajima. Susumu Terajima. Donc Masaya Kato qui a une classe mais de fou, regardez ça. Je deviendrai son frère, c'est ça? Il a une présence à l'écran, ce mec. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'envoyer balader. Et comme je l'ai dit que c'est un film sur l'honneur, c'est pas un honneur que nous, on peut comprendre dans notre civilisation chrétienne, évidemment. C'est... Je sais pas comment qualifier
je vais faire une petite parenthèse sur la métaphysique japonaise. En fait, le Japon est un pays à la croisée. Je ne vais pas dire d'inexactitude, donc je vais rester large sur les sujets que je ne maîtrise pas. Mais par contre, je vais aller dans le fond de l'analyse civilisationnelle sur ce qu'est la vision paradigmatique de la mort, par exemple, pour le Japon. On a cette idée que le Japon est l'une des plus vieilles civilisations du monde, et c'est vrai. C'est vrai. On date ça. Je pense que c'est le plus vieil État du monde. Il y a quoi d'autre comme vieil État aussi vieux? L'Arménie, peut-être? Ça a 2000 ans. Les mecs, ils ont un raffinement depuis des milliers d'années. Et ils ont puisé, donc vous savez qu'ils ont volé les idéogrammes chinois, ils ont volé des sages partout, enfin, ils ont volé tout ce qu'ils pouvaient en termes culturels, il n'y avait aucun scrupule, ils ont conquis tout ce qu'ils pouvaient conquérir, et ils ont vécu sur leur petite île. Et ils ont conçu un petit peu un syncrétisme à la fois bouddhiste, à la fois avec leur légende locale, fondée sur le Kojiki, vous savez, sur la fondation, comment on peut dire, géologique, en fait, mystique des îles japonaises par Amaterasu et sa lignée, avec Jinmu qui serait le premier empereur, qui a son épée. Et en fait, il y a une cohérence parfaite dans cette transmission de cette lignée, puisque l'empereur du Japon prétend encore aujourd'hui descendre d'Amaterasu. Alors, techniquement, depuis la paix de San Francisco, il y a eu un renoncement dans la constitution japonaise à la divinité de l'empereur, mais cette filiation, elle est toujours revendiquée. Elle est toujours revendiquée. Et il y a cette culture donc japonaise qui donne le Shinto, qui est que on vit pour cette fonction qui est quand même... Le Japon est une nation militaire. Le Japon est une fonction militaire. C'est fondé sur cette fonction militaire, sur la féodalité militaire, et l'aboutissement du japonais, bah c'est le samouraï des samouraïs qui a des pouvoirs divins, qui conquiert tous les autres samouraïs et qui devient l'empereur. Et ensuite, tu fondes tes dynasties. C'est comme notre noblesse d'épée à nous. C'est la même chose, mais en beaucoup plus exacerbé. Ils ont des moines, certes, mais la fonction fondamentale japonaise, elle est militaire. Elle est martiale. C'est le samouraï. Le samouraï peut être moine. Ils n'ont jamais eu aucun problème avec ça. Nous, on a dû concevoir le moine prêtre, chevalier, soldat avec les croisades. Et c'est Bernard de Clairvaux qui va trancher la question avec Éloge de la Nouvelle Chevalerie. C'est un vrai débat, parce que pour faire du militarisme avec l'Évangile, il fallait y aller. En termes de construction doctrinale, c'est à la fois très cohérent sous bien des aspects, dans le contexte des croisades, parfaitement aussi incohérent sous bien d'autres aspects. Quand tu prends le texte de l'Évangile, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Donc c'est beaucoup plus dur de fonder une civilisation sur le côté martial quand on se fonde sur l'Évangile qui contient celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Et bien au Japon, mourir et périr par l'épée, c'est le rêve. C'est le top du top, si vous voulez. C'est Musashi Miyamoto. En fait, c'est quoi Musashi Miyamoto? C'est un des plus grands samouraïs de tous les temps. Il finit comment? Moine. Contemplatif en méditation. C'est d'une cohérence parfaite. Donc au Japon, la mort, si vous voulez, on s'en fiche un petit peu. La question, c'est celle de la mort déshonorante. Mieux vaut mourir dans l'honneur que vivre dans le déshonneur. Et ça, c'est un pivot civilisationnel qui tient aussi les dynasties. Et c'est un pays, le Japon, civilisationnellement, qui n'a aucun problème avec le suicide rituel. Et ça, c'est quand même quelque chose. En Occident, du fait de l'influence d'Abraham lui-même, et des prophètes qui ont suivi de Jésus-Christ et des pères de l'Église, il est absolument inconcevable de se suicider. Et même avant, dans notre paganisme, on ne se suicide pas. Au Japon, vous avez vu, on se coupe des doigts. C'est culturel, c'est civilisationnel. Ah, j'ai manqué à mon devoir, ben je sacrifie une partie de moi pour te montrer que j'ai honte. Et c'est cette culture de l'honneur qui va au-delà de la vie individuelle, qui chez nous donnera la repentance, ou on a quand même des suicides sociaux, des suicides, personnels en Occident. Typiquement, on a déshonoré sa famille, on s'en va et on va se repentir, on va au couvent, on va au monastère. Ça existe. Dans la tradition, une femme qui déshonore sa famille, on l'envoie au couvent. Un homme qui fait n'importe quoi, il finit moine, etc. Ou il finit vraiment paysan à cultiver la terre, il ne s'affiche plus, mais on ne se suicide pas physiquement. Au Japon, il y a le seppuku. Il y a le harakiri. Il y a une ritualisation, même chez les femmes, c'est d'autant plus violent puisqu'elles doivent se rentrer la lame, je vous laisse imaginer où. Il y a une ritualisation du suicide comme accomplissement personnel, puisque la vie est secondaire derrière l'honneur. Nous, la vie est secondaire derrière le salut. Mais Dieu nous a interdit de nous tuer. Donc vous voyez, le calcul est vite fait. Au Japon, civilisationnellement, on se suicide.
on se suicide et c'est accepté. Je ne parle pas du suicide de déprime, je parle du suicide rituel, militaire, ritualisé, on se met à genoux, on mouille la lame, etc. Et bien c'est ce qu'on va voir à ce moment-là dans ce film, puisque Cato, qui est le lieutenant d'Aniki, pour les intérêts de son maître, pour mourir avec honneur, va faire une démonstration de force. Et c'est quoi la démonstration de force? C'est de dire, on n'est pas des Yakuza de seconde zone, nous ne sommes pas des Yakuza factices, donc je vais te montrer que ma vie ne compte pas pour moi. Ce qui compte, c'est ma mission, c'est mon service d'Aniki. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Kitano a osé faire ça dans un film américain, quand même. Faut pas le négliger. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il dit, bah vas-y, montre-moi que t'es un Yakuza. Donne-lui ta vie à ton chef, si tu parles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je compte sur toi, oncle Shiraz. Kitano adore les plans de mecs qui ont un flingue sur la tempe avec le sourire. Déjà dans Sonatine, c'est la couverture du film. Il adore ça. En même temps, ça a tellement de classe. Moi, je suis pas pour le suicide. Mais en fait, on voit que là, le mec porte quelque chose de civilisationnel. Et ça, pour le comprendre, c'est une agression pour nous autres occidentaux. Pour moi, c'est une aberration en tant que catholique. C'est une aberration. Mais on voit que le mec, il n'y a pas de limite. Il va où il doit aller. Et là, regardez la tête de Shirazé. Et ok, c'est pas des Yakuza qui font les rigolos, là, à qui j'ai affaire. Donc, il va faire alliance avec lui. Évidemment, tout le monde est très énervé parce qu'ils adoraient Kato. Regardez la classe de Masaya Kato, là. Arrête ça. Alors, Kato, du coup, c'est le lieutenant. Et Masaya Kato, c'est l'acteur qui joue Shirazé. On va l'appeler Shirazé. Shirazé. La classe qu'il a, regardez ça, avec ses lunettes. J'ai pris des lunettes similaires, fut un temps. Donc, regardez, il faut son petit rituel japonais, là. Bon, il lui serre pas la main, mais ils sont quand même alliés. Et là, la guerre commence. Écoutez les percussions d'Isaichi. Ah, c'est énorme. La bande son, les mecs, la bande son, tout est là. Juste la scène où il dit tuez-les. Regardez les vestes de Shirazé. Tuez-les. C'est génial. Bref, donc il est là. Bon, il y a des petits gangsters qui essayent de venir rejoindre, mais ils se rendent compte qu'ils font pas tout à fait le poids. Ça fait du grabuge au Japon, puisqu'on voit qu'en fait, voilà, je vous ai dit, c'est un film sur l'honneur exacerbé. Et nous, c'est exotique pour nous, mais il y a quelque chose d'inspirant derrière. Évidemment, il ne faut pas aller dans de telles mesures, mais on devrait réapprendre à dévaloriser la vie terrestre. Et c'est en cela aussi que ce film m'a intéressé, puisque je vous ai dit que chez les Occidentaux, on ne se suicide pas, mais aucunement. Mais chez les Occidentaux, on renonce à la vie terrestre. C'est le pilier de notre civilisation. C'est dans l'Évangile. Je vous rappelle le texte qui a fondé ce qu'on est dans notre colonne vertébrale spirituelle, doctrinale et paradigmatique. Que dit l'Évangile? Jésus dit dans l'Évangile la chose suivante. On est là où est notre cœur. Si on amasse des richesses sur terre, notre cœur est sur terre. Si on amasse des richesses dans l'autre monde, notre cœur est dans l'autre monde, donc on est déjà dans l'autre monde. On est déjà célibataire, pas au sens de sans femme ou sans mari. Célibatéré, habitant du ciel. Et l'aboutissement d'un chrétien, c'est d'être célibataire. Célibatéré, l'habitant du ciel. Pas au sens, encore une fois, non marié, mais au sens, j'ai déjà un pied de l'autre côté. Et ça s'appelle renoncer à la terre. Ça peut tout à fait se faire en étant marié, au demeurant, puisque je vous invite à lire les textes de Chrysostome sur la beauté et la magnificence de ce qu'est le mariage pour l'accomplissement spirituel. Et la vocation du célibat, donc cette fois au sens non marié, c'est une vocation. C'est pas donné à tout le monde, c'est donné à une minorité de personnes, fort heureusement, sinon l'humanité aurait été éteinte. Or, je vous signale que la civilisation chrétienne a été la plus fructueuse de toutes, et qu'on est des milliards de chrétiens sur Terre, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, tout ça est à creuser. Et ce film m'a bouleversé en ce sens qu'il nous montre, par ce paganisme en fait, exotique japonais, le sacrifice de sa chair, de manière exacerbée et assez choquante, pour quelque chose de supérieur. Et même pour des choses supérieures qui sont en fait futiles, comme la hiérarchie ici d'un gang criminel. Et ben le mec là va se faire séppuku en live, donc regardez, et lui il va continuer à manger son poisson, enfin c'est assez... Voilà, il fait séppuku en live, lui il doit assumer, il se coupe le doigt. Kitano montre tout ça. Alors pourquoi le mec qui se faisait taper tout à l'heure se fait maintenant masser, c'est assez étrange, mais... Voilà, donc là en gros, c'est le début de la guerre. La meuf de Kitano se fait tuer. Regardez la classe de Shirazé. C'est le début de la guerre avec les Italiens.
Il lui fait le coup. C'est bourré de scènes cultes, hein, les baguettes dans le nez, ça fait pas plaisir. On se la regarde ou pas? Allez, on se la regarde pour le plaisir. Pas dans le sens où on est sadique ou quoi, mais c'est tellement bien mis en scène. L'idée de mettre la caméra subjective et de la couvrir de sang, c'est une idée de réalisation top. Regardez. Je sais pas s'il aurait pu crier comme ça. Déchirement de la paroi nasale. Donc là, on voit que Kitano n'a pas faim. Et je trouve la scène, c'est bourré de scènes touchantes. Il lui donne son assiette à son pote, regardez. Aniki, d'aller. Quoi? Je peux? Il lui donne son assiette. Kitano est un soldat. Il connaît la guerre des gangs. Il sait qu'ils ont perdu déjà. Ils peuvent pas se frotter aux Italiens. Ils sont beaucoup trop organisés, beaucoup trop puissants. Donc il lui dit, va-t'en en fait. Mais lui, il dit, non, je reste. Et donc c'est le début de la guerre. L'autre lui dit, ils vous feront crever sous la torture. Voilà des capsules de cyanure. Tout le monde commence à flipper. C'est la débandade. Ça n'a pas duré longtemps. C'est vraiment une structure à la Scorsese, contrairement aux autres films de Kitano. Voilà, bon, ils ont tué le tueur. Ils se font des guerres, voilà. Ils tuent Shirazé. Tout le monde est en train de mourir petit à petit. Et c'est là que le film va prendre une dimension, pour moi, qui est magnifique. Transcendantale. Transcendantale. Au sens japonais du terme, pas vraiment. Même si un peu. C'est un film sur l'honneur, c'est un film sur l'amitié. Et je vais aller plus loin, c'est un film sur la fraternité. Il s'appelle Brother. Même chez nous, il s'appelle Aniki, mon frère. Eh ben, le frère d'Aniki s'en va en courant. Regardez, il va pas tenir longtemps, il va se faire buter très vite, lui il va se faire buter, tout le monde se fait buter en fait. Et Kitano, donc Aniki, là vous avez un kanji, pour les japonisants c'est la mort, je sais pas comment le prononcer mais c'est mort en gros, shiné peut-être, je sais pas, vous avez tout ce qu'il faut pour identifier le kanji mort fait avec les corps, c'est la poésie de Kitano, regardez. Toujours dans cette poésie ce Kitano, c'est un poète de l'image pour moi. On se demande, c'est qui a mis les corps comme ça? C'est les Italiens? C'est eux-mêmes? C'est le frère? C'est une drôle d'image quand même. Hein. C'est fort. Et donc voilà. Là, il va faire son plan sans le dire à son pote. Donc l'objectif ultime d'Aniki, c'est de se sacrifier pour lui parce qu'il a appris à l'aimer. Il a appris à tisser un lien fraternel avec lui. Et il veut se sacrifier pour lui, il veut qu'il vive. Et la scène de fin, moi, elle m'avait mis les larmes aux yeux à l'époque. Je me souviens, c'était en 2007, je vous ai dit, j'allais raconter l'anecdote. Bah, le moment est venu. Mon cousin m'avait dit de regarder ce film, et je me souviens, c'était 4h du mat. Je dormais pas de la nuit à l'époque. J'étais très perturbé, toutes les questions existentielles, métaphysiques. J'étais au collège. Imaginez au collège. Et quoi de mieux pour se flinguer qu'aller au collège? Façon de parler, se flinguer, bien évidemment, moralement, je veux dire. Et j'étais là, je regardais ces films, et je pétais un câble. Je disais, j'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie de faire des affaires, j'en ai marre, je m'ennuie, j'étais pas fait pour ça, j'avais 25 ans d'avance, si vous voulez, sur ces classes-là. Et je regardais ça, c'était 4h du mat, c'était l'été, je me souviens, c'était les vacances, c'était l'été 2007. Et j'ai maté ça, et ce film m'a bouleversé, il m'a mis une claque d'honneur. Et depuis, j'essaye, j'ai pas dit que j'y arrivais, hein, j'essaye d'être honorable, fidèle, loyal, et d'être dans cette transcendance-là du renoncement de soi. Et plus les années ont passé, plus ma vie a confirmé que c'était cela qu'il fallait être, même d'un point de vue strictement chrétien. Et en fait, quand vous lisez l'évangile aussi, c'est bourré d'éléments sur la fraternité. Et c'est ce que dit Jésus lui-même, il dit quelle plus grande preuve d'amour pour ses amis que mourir pour eux. Et bien ce film va l'accomplir à la fin. Et vous allez voir qu'en fait, Kitano et Omar Epps là, vont capturer le chef de la mafia. Donc on se dit ils vont le buter, ils vont le torturer, ils vont le flinguer. Et en fait, vous allez voir qu'ils vont s'amuser avec lui en faisant des jeux. Toujours le jeu. Chez Kitano, c'est violent, c'est sombre, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut qu'on se marre. Faut qu'on rigole, faut qu'il y ait un décalage, faut qu'il y ait un second degré. Et un mec avec cette tête aussi crispée et sérieuse, qui en fait rit de lui-même, c'est ce que j'appelle un grand homme. Vous savez, je déteste les gens qui se prennent trop au sérieux, je n'aime pas ça. Il faut toujours glisser de quoi rire, parce qu'on n'est pas là pour longtemps, on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Et quand on sait que Dieu lui-même a le sens de l'humour, on va pas commencer nous à se prendre au sérieux, d'accord? Donc regardez, il joue avec le mec de la mafia, et en fait il va faire un truc tout bête. Descends. Voilà, regardez, Descends. devant le mec de la mafia, il fait croire qu'il va buter son pote. Pourquoi? Parce que la mafia pardonnera jamais, donc ils veulent buter les deux. Et donc lui, il va faire croire au chef de la mafia qu'il a buté son pote pour que son pote ne soit plus recherché par la mafia. Et il va lui balancer son sac. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans le sac pendant tout le film. On ne sait pas. Et là, il y a la scène de fin qui est merveilleuse. Il va dans un petit restaurant. L'image est magnifique. Je ne sais pas où ça se passe d'ailleurs. Est-ce que c'est dans le Nevada ou quoi? On voit que son frère a été tué. Tout le monde a été tué. Et lui, regardez. Un voyage d'affaires? La musique, messieurs, la musique, s'il vous plaît.
C'est génial. Vous les Japonais. Vous, les Japonais, vous êtes si impénétrables. Ah là là. La musique, je suis obligé de la laisser, la musique. C'était tellement classe. Et donc là, les Italiens, parce qu'il a relâché le chef de la mafia exprès, viennent pour le buter. Scène à la Kitano, évidemment. Il ouvre la porte avec la musique. C'est Kitano, messieurs, c'est du grand art. C'est du grand art. Il meurt. Et là, on se dit, ouais, c'était un film de fou, c'était super, c'était un grand film de gangster et tout, on adore. On adore. Mais il y a l'épilogue. Et c'est là, il est 4h30 du match, je crois, je sais plus. Je vois cette scène, les larmes aux yeux devant l'honneur, la virilité de ce film. Le mec s'est sacrifié pour son pote. Et Omar Epps joue extrêmement bien. Et la VF, j'adore la VF, écoutez. Fais pour me casser, moi. Où il veut que je me casse, putain? De toute façon, ces enculés me choperont n'importe où. Mais non, puisque ton frère s'est sacrifié pour toi. Et vous voyez, ce que je trouve énorme aussi, c'est que c'est un Japonais. Et il se fait frère avec un noir américain, comme ça, c'est génial. Et regardez, en fait, il se rend compte que le mec avait mis 60 000 $ dans le sac. Et il va pleurer, en fait. Et c'est tout bête, hein, mais je trouve ça tellement puissant comme scène. Plus les intérêts pour toi. Parce qu'en fait, il lui dit... J'avoue que j'ai triché la première fois qu'on a joué au dé. Alors voilà le remboursement de ce que je te dois plus les intérêts. C'est tellement bien écrit. Le film dure 2 heures, à peu près 1h50. Ton frère Yamamoto. Yamamoto, voilà. Le nom d'Aniki. Oh non. Putain. Voilà, il va pleurer, c'est la fin du film. Et voilà. C'était... Quel film! Alors j'ai fait l'analyse au fur et à mesure et particulièrement aussi en introduction. Je vous invite tous à le voir et à le revoir. Moi je le regarde toujours avec grand plaisir. Je tenais à parler de ce film pour le conseiller à tout le monde. C'est vraiment, j'avais dit que je le redirais, mon film préféré de tous les temps. C'est un film qui me touche particulièrement. Et bravo à Kitano d'avoir pondu ce film. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve pour un prochain épisode des analyses en freeze frame.